entrer au sein de EGE. On vous refera appel lors de la prochaine pause. Nous accueillons donc le président de la République qui, après Mans, où il a effectué une visite d'État de 4 jours dans les régions du Guémont, du Cavali et dans le district des montagnes, le président de la République arrive ici à Yamoussoukro pour prendre part à la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire 2012 de l'Assemblée nationale et apporter ses encouragements au nouveau président de cette institution. Que nous prévoit la suite du programme après que le chef de l'État soit arrivé. Notre consultant est revenu auprès de nous, M. Dri. Mais le président, il est venu après une suspension de séance. Et donc, après la civilités d'usage des salutations, le président va faire reprendre la séance. Donc, comme je l'ai dit, le président fait partie du public, un visiteur de marque. Donc, sa venue ne va pas modifier la procédure du caractère parlementaire. La séance est reprise. L'ordre du jour de la présente séance appelle un point unique. Ouverture de la première session ordinaire de l'année 2012. Ce point est décliné comme suit. Présentation des délégations étrangères. Discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale. Allocution des délégations étrangères. Avez-vous des observations sur cet ordre du jour? Pas d'observation, l'ordre du jour est adopté. Mesdames et messieurs, chers collègues, j'ai l'honneur de vous annoncer la présence parmi nous des délégations de parlement et assemblées parlementaires qui nous ont fait l'insigne honneur de répondre favorablement à notre invitation pour assister, comme vous le savez, à cette séance solennelle d'ouverture de notre première session ordinaire. J'invite Monsieur le secrétaire de séance à procéder à la présentation des délégations. Vous aurez remarqué que tout ici se fait avec l'accord des députés. Le procès verbal doit être adopté, l'ordre du... Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, chers invités, 17 parlements et assemblées parlementaires nous ont fait l'honneur d'envoyer des délégations à cette séance solennelle d'ouverture de la première session de notre Assemblée nationale. Je vais les citer, on va les saluer et le chef de délégation viendra saluer le président de la République avec le concours des huissiers. Le Bénin. L'Assemblée nationale du Bénin donc est représentée dans cette salle par une délégation forte de 4 personnes. Et cette délégation est conduite par M. Boniface Yewetome, qui est deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin. Le Burkina Faso. Merci, mesdames et messieurs, d'accueillir le Burkina Faso qui nous envoie une forte délégation, comprenant 12 membres. La délégation du Burkina Faso est conduite par M. Roch-Marc Christian Kaboré, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et par ailleurs président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le Cameroun.
Recevons donc à présent la délégation de l'Assemblée nationale du Cameroun. Elle est composée de 3 membres et cette délégation est conduite par M. Fwending Calvin, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Le Gabon. L'Assemblée nationale du Gabon est du nombre de nos hôtes à l'occasion de cette cérémonie spéciale qui marque l'ouverture de la première session ordinaire de notre Assemblée nationale. Le Gabon est représenté par 8 de ses... L'Assemblée nationale du Gabon est représentée par 8 de ses membres, avec à sa tête M. Guy Nzuba Ndama, président de l'Assemblée nationale. La Gambie. La délégation de Gambie à cette cérémonie de rentrée parlementaire est dirigée par Mme Fatou Mbaye, qui représente le président de l'Assemblée nationale de la Gambie. Merci d'accueillir Mme Fatou Mbaye. C'est le tour du Ghana d'être accueilli. La délégation de l'Assemblée nationale du Ghana, qui vient prendre part à cette rentrée parlementaire, est forte de 6 personnes. Elle a à sa tête le professeur Mike Okwaye, vice-président adjoint de l'Assemblée nationale du Ghana. La République de Guinée, représentée par 3 personnes et conduite par Mme Diallo Rabiatou Sira, présidente du Conseil national de transition de la République de Guinée. Le Mali. Le Mali est aussi, par son Assemblée nationale, représenté à cette cérémonie et son chef de délégation va venir présenter ses salutations au président de la République. On vous le donnera tout à l'heure. L'Assemblée nationale du Niger nous a aussi fait l'honneur. L'Assemblée nationale du Niger donc nous a aussi fait l'honneur d'être présent à cette cérémonie et la délégation qui est venue à cette assemblée est conduite par M. Ama Amadou, président de l'Assemblée nationale du Niger. Le Tchad. La délégation de l'Assemblée nationale du Tchad est conduite par M. Abba Djouassa Boukoua, 3e vice-président. Merci à lui d'avoir fait le déplacement jusqu'à Yamoussoukro. Le Togo. À la tête d'une importante délégation, Eladj Abbas Bonfort, président de l'Assemblée nationale du Togo, conduit donc la délégation qui nous vient du Togo. Le Nigeria. Le Nigeria nous a envoyé une délégation tout aussi importante et cette délégation est conduite par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Nigeria. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire du président Guillaume Soro, c'était à présent les assemblées parlementaires. À l'installation. Et nous commençons par l'Union parlementaire africaine, UPA. Monsieur Nzi Kofi, secrétaire général de l'Union parlementaire africaine, représente cette assemblée parlementaire à cette cérémonie de rentrée parlementaire. Merci d'accueillir Monsieur Nzi Kofi.
Parlement panafricain est aussi représenté à cette cérémonie et la délégation du Parlement panafricain est conduite par son président, le docteur Idriss Moussa Ngele. C'est celui que nous voyons ou que ça va faire? L'UEMOA nous a envoyé une délégation de son comité interparlementaire de CIP-UEMOA et cette assemblée parlementaire donc du CIP-UEMOA est dirigée, est conduite par M. Mélégué Traoré, son vice-président. Le Parlement de la CEDEAO. Le Parlement de la CEDEAO est aussi représenté à cette cérémonie et la délégation de ce Parlement est conduite par M. Ibra Diouf, vice-président. Merci, Monsieur le Président. C'est un organe important, le Parlement de la CEDEAO. Il est tellement important que dans le jargon parlementaire, Merci, Monsieur le secrétaire de séance. Je note que le secrétaire de séance a présenté les délégations par ordre alphabétique. Or, Monsieur le Président de la République, comme je suis rentré dans le club des présidents d'Assemblée nationale, nous avons nos doyens. Et le doyen ici, c'est le président du Gabon par lequel on devait commencer. Donc je lui présente nos excuses. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les présidents des assemblées nationales sœurs, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation représentant les assemblées nationales sœurs, Messieurs les représentants de l'Union parlementaire africaine, le comité interparlementaire de l'UEMOA, le Parlement de la CEDEAO, Monsieur le ministre auprès du président de la République en charge des relations avec les institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le préfet de la région du Bélier, Monsieur le gouverneur du district de Yamoussoukro, honorables députés et chers collègues. Ce 25 avril 2012 est un jour exceptionnel à plus d'un titre pour la représentation nationale de Côte d'Ivoire. Tout d'abord, il consacre l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de la deuxième législature de la deuxième République. Cette cérémonie met fin ainsi à l'hibernation de notre institution après une si longue crise post-électorale. Vous comprendrez donc qu'il s'agit de reconstruire notre Assemblée nationale et de lui redonner son prestige d'antan. Ce jour est tout aussi exceptionnel parce que, de mémoire de parlementaires ivoiriens, aussi longtemps que l'on s'en souvienne, c'est la toute première fois qu'un président de la République marque par sa présence distinguée l'ouverture d'une session parlementaire. Il est de coutume qu'à l'ouverture de chaque session, le président de l'Assemblée nationale invite
le chef de l'État. D'ordinaire, le président choisit de se faire représenter. Si donc le chef de l'État peut se faire représenter, il peut tout aussi bien décider d'être présent sans écorner le principe de la séparation des pouvoirs ni remettre en cause l'indépendance du pouvoir législatif. Aussi, je veux dire combien l'Assemblée nationale dans son ensemble est particulièrement honorée par votre présence ici ce jour. Mesdames et messieurs, vous me permettrez alors de m'adresser en premier lieu au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Chers collègues, vous me connaissez. Je n'ai pas l'habitude de la flatterie. Ce n'est pas ma nature. Je ne suis pas non plus obséquieux. Ce n'est pas mon éducation. Monsieur le Président de la République, vous connaissant, je sais que vous aussi, vous avez horreur des discours dithyrambiques. Mais aujourd'hui, en cet instant solennel, en ce lieu privilégié, où le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif se retrouvent ainsi réunis, j'ai décidé de désobéir. Pour une fois, souffrez que je salue votre endurance, votre persévérance en politique. Comment ne pas voir en vous un homme d'exception? Comment ne pas apprécier en vous ce grand homme d'État comme il s'en compte, hélas, bien peu de nos jours? Votre parcours politique a été si pénible et douloureux. Le cheminement de votre vie si périlleux. Vous qui avez dû vous battre pour la reconnaissance de votre nationalité, vous dont la résidence a été entièrement brûlée, non pas seulement les murs, mais les souvenirs si précieux que vous y conserviez. Vous qui avez dû, sous vos yeux, voir mourir vos proches. Vous, l'homme politique ivoirien, qui avez subi la meurtrissure de la profanation de la tombe de votre propre mère. Oui, Monsieur le Président, vous avez souffert, vos enfants, votre famille également. Mais surtout votre épouse, Madame Dominique Ouattara, que je veux saluer ici avec déférence et respect, qui aurait tellement voulu être avec nous aujourd'hui. Mes chers collègues, c'est cet homme qui est devenu président de la République, démocratiquement élu, garant de l'unité nationale, a trouvé la force de pardonner et de demander pardon à la nation au nom de la réconciliation. Comment ne pas vous admirer et pourquoi m'interdire de saluer votre humilité, Monsieur le Président? Chers collègues, notre mérite, le mérite de la représentation nationale sera de saisir au bon le message de pardon du Président de la République. En votre nom, élu du peuple, je demande pardon et je vous invite, dès cet instant, à aller dans les campements, dans les villages, dans les villes et professer le pardon. Ceux dont les maisons et les biens ont été brûlés, dites-leur qu'ils doivent pardonner. Ceux qui se sont sentis blessés, humiliés, qu'ils pardonnent. Ceux qui ont vu leurs proches mourir, qu'ils pardonnent aussi. Ceux qui ont eu les tombes de leurs parents profanées, qu'ils trouvent la force de pardonner. Oui, Monsieur le Président de la République, la nation entière vous rend hommage, comme elle rend hommage à tous ces hommes, à toutes ces femmes, à tous ces jeunes qui ont perdu la vie dans notre quête commune de démocratie. Je pense à toutes ces victimes qui ont consenti le sacrifice suprême pour que nous soyons libres aujourd'hui. Je garde le souvenir vivace de leur courage et de leur bravoure. À présent, qu'il me soit permis d'exprimer notre profonde gratitude
à tous les présidents de parlements d'Afrique et d'Europe, ainsi qu'aux représentants des organisations parlementaires. Par leur présence nombreuse, ils démontrent, si besoin en était, que le destin de la Côte d'Ivoire parle au cœur de tous les hommes et de toutes les femmes qui, dans le monde entier, sont épris de justice et de liberté. Merci, chers collègues, d'être venus. Je salue également la présence de Monsieur le Premier ministre et des membres du gouvernement. Je les assure de la totale disponibilité de l'Assemblée nationale pour les accompagner étroitement. En retour, nous comptons sur la participation active des membres du gouvernement à nos travaux. Ainsi, pourrons-nous procéder avec eux à l'examen et à l'adoption de lois qui promeuvent le développement de l'économie nationale et garantissent aux citoyens leurs droits fondamentaux. Il n'est pas dans mes intentions d'approfondir ici aujourd'hui les questions pourtant brûlantes de l'insécurité, du chômage et du pouvoir d'achat. Je le ferai de façon plus transparente et plus efficace certainement quand les députés auront pris le temps d'interroger les populations. D'ores et déjà, le Parlement voudrait saluer la promptitude du gouvernement qui a pris les mesures pour apporter des réponses appropriées à ces questions. Que la tâche soit difficile, qui s'en étonnera, quand on sait que notre pays a subi les effets d'un désordre économique et d'une gabegie sans précédent ces dernières années. Et c'est ce à quoi, malheureusement, le gouvernement est confronté. Je demande donc à la population, au peuple de Côte d'Ivoire, de faire preuve de patience, car le cap est fixé. Et je suis persuadé que le gouvernement réussira. L'Assemblée nationale, évidemment, se tient aux côtés du président de la République et de son gouvernement pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Mesdames et messieurs les présidents d'institutions, les parlementaires souhaitent, dans une synergie d'ensemble, participer avec vous à l'édification d'une société ivoirienne plus juste et plus prospère. Merci d'être là. Vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants d'organisations internationales, les élus du peuple souverain de Côte d'Ivoire, vous remercie pour l'appui et le soutien de vos institutions et gouvernements respectifs qui ne nous ont jamais fait défaut, surtout pendant les périodes les plus tumultueuses. Je veux enfin remercier tous nos invités, nos amis, nos familles, toutes les éminentes personnalités civiles et militaires d'ici et d'ailleurs qui nous font l'amitié de venir partager avec nous la joie du peuple ivoirien d'avoir su triompher de tous les obstacles qui ont jalonné sa longue marche vers la démocratie et la paix. À chacune et à chacun de vous, je dis merci. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, après la séance inaugurale du 12 mars dernier, au cours de laquelle vous avez bien voulu m'accorder votre confiance en m'élisant président de l'Assemblée nationale, je me suis aussitôt mis au travail. Avec mes collaborateurs que je salue au passage, nous avons pu organiser et tenir en moins d'un mois la première session extraordinaire qui a procédé à l'élection des 27 membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale et à la validation de 5 groupes parlementaires, dont 3 issus de formations politiques, le RDR avec 136 membres, le PDCI avec ses 88 membres et l'UDPCI avec 9 membres. Et 2 groupes indépendants, notamment Dialogue avec 11 membres et Espérance avec 8 membres. De même, nous avons pu constituer 6 commissions permanentes dont les présidents sont maintenant connus. Désormais, notre Assemblée nationale dispose de tous ses organes et elle est prête
à prendre sa place au cœur de la République. Je dis bien, toute sa place au cœur de la République. Chers collègues, dès ma prise de fonction, je vous ai fait connaître ma volonté de moderniser notre institution pour lui donner tout son prestige. Ainsi, je me propose de créer une unité de recherche et de stratégie qui sera chargée de dégager des perspectives et de nous fixer des objectifs sur le long terme. Je me suis également engagé à cette occasion à lutter contre cette idée trop répandue qui voudrait que le Parlement ne soit qu'une simple chambre d'enregistrement. Ni soumise, ni servile, notre institution jouera pleinement sa partition en toute indépendance, en toute honnêteté, en toute confiance, avec l'unique souci du bien-être du peuple et de l'avenir de la nation. Ivoiriennes, Ivoiriens, pour le bon fonctionnement de la démocratie, vous le savez bien, le pouvoir exécutif seul ne suffit pas. Le rôle des autres institutions, dont l'Assemblée nationale, est tout aussi important dans la vitalité de l'état de droit. C'est une tâche exaltante mais exigeante que d'élaborer des lois et d'exercer un pouvoir de contrôle effectif sur l'action gouvernementale. Peu de personnes imaginent, moi y compris, avant que je ne le découvre, la débauche d'énergie que représente le travail du député, Monsieur le Président. Avant que le vote n'intervienne en plénière, chaque texte de loi doit en effet être minutieusement étudié en commission pour en évaluer l'impact sur la vie des citoyens. Notre institution se veut également un cadre de confrontation des points de vue, de tous les points de vue, confrontation nécessaire pour que puissent émerger des solutions de compromis qui soient conformes à l'intérêt général. Je dis bien l'intérêt général. Ce qu'il faut craindre en démocratie, ce n'est pas la place que peut prendre le débat, mais plutôt l'absence de débat qui constitue la pire des menaces. Le débat bien compris, le débat constructif ne peuvent que servir à progresser dans la bonne direction. L'Assemblée nationale, comme vous le voyez, joue donc un rôle essentiel. Il lui revient d'une part de formuler les amendements aux projets de loi qui lui sont soumis par une approche critique et constructive destinée à les améliorer. Il lui incombe d'autre part d'exercer son droit à l'initiative des lois et de devenir ainsi une véritable force de proposition. Mesdames et messieurs les députés, votre fonction est donc importante et elle est complexe, car vous êtes à la fois des élus locaux en charge de la représentation d'une population et des élus nationaux qui exercent collégialement le pouvoir de voter les lois. Vous devez vous exprimer au nom des vôtres et dans le même temps légiférer au nom de la nation tout entière. Il vous faut donc savoir conjuguer de manière équilibrée votre proximité des problèmes locaux et votre neutralité dans la recherche de solutions nationales appropriées. Ainsi, prophète en votre pays, performant dans l'hémicycle, tel doit être votre objectif. Je tiens cependant à souligner fortement que dans mon esprit, vous devez être en priorité des hommes de terrain et éviter plus que tout de vous couper de votre base. Je vous le garantis, c'est dans les quartiers les plus défavorisés, dans les communes les plus insalubres, dans les campements les plus éloignés qu'il vous faut entendre la voix du peuple. Il faut savoir l'écouter patiemment et le comprendre respectueusement. Un bon député, sachez-le, c'est un député réélu. Prenons garde d'oublier nos électeurs. Vous êtes la voix des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des croyants et des non-croyants, des nantis et des démunis. Vous êtes la voix de la Côte d'Ivoire. Que dis-je? La Côte d'Ivoire sublime, profonde et mystérieuse. Vous êtes la voix des terroirs et des territoires, dans toute leur diversité,
dans leur inestimable complémentarité, vous êtes la voix de la nation réconciliée, rassemblée dans l'unité retrouvée. Quant à moi, sachez que je mettrai tout en œuvre pour que vous puissiez disposer des moyens de votre politique. Je le dis en regardant le président de la République. Ainsi, de concert avec le bureau de l'Assemblée nationale, je prendrai d'importantes mesures dans l'optique du renforcement des capacités des députés. Notre objectif est de vous assurer que vous pourrez disposer effectivement des moyens nécessaires pour exercer votre mandat en toute indépendance. Je dis bien en toute indépendance. Indépendance financière, indépendance matérielle, indépendance politique. Monsieur le Président, ce passage de mon discours, je voulais le retirer, mais les députés ont refusé. Il convient également de prendre les mesures indispensables pour la rénovation du siège du Parlement à Abidjan. En effet, il m'a été donné de constater que les infrastructures de l'Assemblée nationale sont dans un état de délabrement avancé. Dans l'attente de notre transfert effectif à Yamoussoukro, les bâtiments abritant notre Parlement doivent être entièrement rénovés et équipés. Mesdames et Messieurs les députés, à présent, je voudrais aborder une question qui me tient à cœur. Je veux insister sur l'importance de la participation effective et active des femmes, qu'il s'agisse de la recherche de la paix ou de la dynamique du développement. Soyez persuadés que la question du genre est au cœur de mes préoccupations et qu'il me paraît inéquitable que nous ne comptions que 26 femmes députées alors que leur rôle est si essentiel dans notre société. Il y a quelques jours, je recevais à leur demande une délégation des femmes députées conduite par Madame la première vice-présidente. Monsieur le Président, voici l'état des lieux qu'elles m'ont dressé. Seulement 6 femmes sur 36 ministres, 26 femmes sur 252 députés, 9 femmes sur 200 maires. Messieurs les députés, vous ne devriez pas craindre la question du genre, ni vous inquiéter de la parité, parce que, en réalité, avouons-le, même quand nous traitions jadis les femmes de sexe faible, elles avaient pourtant le pouvoir. Elles nous commandaient déjà la nuit. Elles nous commandaient déjà la nuit, sauf le président, lui, commande le jour et la nuit. Alors, soyons plus honnêtes, soyons plus vrais, donnons-leur franchement du pouvoir et croyez-moi, assurément nous serons bien traités. Mais revenons à notre propos. Je considère quant à moi que la bonne gouvernance implique que tous, et surtout les citoyens, soient étroitement associés au processus législatif. De même, une juste et complète information des citoyens constitue l'une des conditions majeures du développement d'une saine démocratie. À cet égard, des débats dans les médias, des forums sur notre site internet avant l'examen des textes législatifs seront organisés pour satisfaire à notre volonté d'ouverture. Cette ouverture de notre Assemblée nationale, je la veux également sur l'Afrique et sur le monde. C'est pourquoi je mettrai l'accent sur le développement de notre diplomatie parlementaire par le renforcement de nos échanges au sein des assemblées parlementaires auxquelles nous appartenons, qu'elles soient régionales ou internationales. Il est révolu le temps où l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire fonctionnait repliée sur elle-même. Cette volonté procède de l'idée selon laquelle la Côte d'Ivoire a une responsabilité en Afrique, responsabilité qu'elle doit assumer. Elle ne le pourra qu'en s'appuyant sur une véritable
coopération avec les autres assemblées nationales, car je vous le dis, la situation de la Côte d'Ivoire est étroitement liée aux équilibres sous-régionaux. Pour nous qui avons connu une crise douloureuse et qui avons tant bénéficié de la solidarité des autres, ce serait une indifférence coupable que d'ignorer ce qui se passe dans notre environnement immédiat. Les récents événements survenus au Mali d'abord et en Guinée-Bissau ensuite nous interpellent et nous désolent tous. Ils marquent assurément un profond recul dans la marche de la démocratie dans la sous-région. C'est pourquoi il convient de saluer la prompte réaction de la CEDEAO et de son président, son Excellence Alassane Ouattara, qui a su, de concert avec tous ses pairs, prendre les mesures énergiques nécessaires pour que soient préservés surtout les intérêts de ces deux peuples frères. Et c'est ici l'occasion d'adresser conjointement au président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, et au président de la Guinée, son Excellence Alpha Condé, nos encouragements pour les immenses efforts qu'il essaie de déployer pour résoudre les crises qui secouent le Mali et la Guinée-Bissau. La situation de ces deux pays, cependant, ne doit pas pour autant nous conduire à l'afro-pessimisme. Voyez vous-même, ces deux accidents apparaissent aujourd'hui comme des anachronismes de l'histoire, entraînant la réprobation unanime de tous, là où il y a 30 ans, plus tôt, il se serait déroulé dans l'indifférence. C'est pourquoi ces pôles de turbulence ne doivent pas nous amener à jeter l'anathème sur toute la sous-région ouest africaine, car l'arbre ne doit pas cacher la forêt. De ces deux douloureux événements, je me permettrai, Monsieur le Président de la République, de tirer deux enseignements. Le premier, c'est que désormais, les dirigeants africains démontrent au monde entier, s'il en était encore besoin, qu'ils sont capables de régler par eux-mêmes les différends africains. Le second enseignement, c'est que nous devons tous ensemble refuser que certains médias, au détour des crises au Mali et en Guinée-Bissau, véhiculent une image déformée et écornée de la situation démocratique en Afrique. Certes, nos jeunes démocraties sont encore fragiles, mais il est indéniable que presque tous nos États se sont dotés d'instruments électoraux fiables et viables. En outre, nous assistons partout sur notre continent à un formidable éveil de conscience des peuples qui garantit l'irréversibilité de notre marche démocratique et la fiabilité de nos processus électoraux. C'est pourquoi je vous invite à applaudir le triomphe de la démocratie en Côte d'Ivoire et au Sénégal, à célébrer la vitalité du processus électoral au Niger et au Cap-Vert, à vous féliciter de la consolidation de ce processus au Ghana et au Bénin. Saluons également les exploits de la Sierra Leone, du Togo, de la Guinée et du Libéria. Oui, la marche démocratique de tous ces pays est bien une réalité. Chers amis africains, tous ces exploits, imaginez-vous, nous les avons réalisés en 50 ans de souveraineté, là où d'autres les ont réalisés en 2 siècles d'existence. Comment ne pas se féliciter de cette remarquable accélération de l'histoire? L'Afrique, j'en suis convaincu, est le continent de l'avenir, le continent de l'espoir, le continent de l'espérance. Chers collègues, j'ai été bien long, je veux conclure. La tâche qui nous attend est immense. Saurons-nous être des responsables dignes de la nation et des acteurs de la Côte d'Ivoire nouvelle, des artisans de la reconstruction de notre pays? Le peuple ivoirien et le monde entier nous regardent. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Sachons donc donner l'exemple de la bonne gouvernance, car c'est sur cela que nous serons jugés. Élus du peuple, nous devons éviter d'être les représentants de quelques groupes d'intérêt que ce soit. Nous devons à tout instant éviter de tomber dans les travers de la partialité ou d'être mus
par des intérêts privés. Je voudrais le dire avec force, nous avons une obligation de probité, d'objectivité, d'impartialité et d'intégrité. C'est en agissant ainsi que nous renforcerons la confiance des citoyens dans notre Assemblée, que nous affirmerons notre crédibilité et que nous donnerons de nous-mêmes une image digne et positive. La mission que j'assigne à notre institution, c'est d'établir, de promouvoir et de développer une conscience nationale, une culture de la démocratie, une démocratie vivante, une démocratie moderne, mais respectueuse de notre identité. Je n'ai aucun doute sur la volonté qui anime chacune et chacun de nous d'apporter sa contribution à l'émergence d'une nation délivrée des démons de la division et résolue à se projeter dans l'avenir. Car nous avons en commun quelque chose de très fort. C'est la passion que nous avons pour notre pays. Nous sommes tous comptables de l'avenir que nous préparons pour nos enfants. Avec l'aide de toutes ces filles et de tous ces fils, notre pays va se relever, j'en ai l'intime conviction, et aller à la rencontre de son formidable destin. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Vous venez de suivre donc le discours d'ouverture solennelle de la première session ordinaire 2012 de l'Assemblée nationale. Premier discours d'ouverture de session du président Guillaume Kibafori Soro. Dans ce discours, le président de l'Assemblée